whose golden trumpet has preached the gospel of New Orleans jazz on every continent, arrives in truly royal style. ببین با من چیکار کردی کثافت آشغال. اقبال پا قشنگه. خدا تعالی اسمش گوشم هم نخورده. I got a tunnel. Oh, what's going on? I need a weapon, man. All you got is goddamn nunchucks. You know where I can get a gun? Jazz, décolonisation et machination politique dans Soundtrack to a coup d'État. Un simple accident de l'Iranien Jafar Panahi, la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Et puis Leonardo DiCaprio magistral dans une bataille après l'autre. Voilà pour le sommaire de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous. Et avec moi, comme chaque semaine, Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour, et aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir, Yohan Grimont-Pré. Bonjour et merci de venir nous voir dans À l'affiche. On va parler de votre documentaire nommé lors de la dernière cérémonie des Oscars, Soundtrack to a coup d'État. Le film s'intéresse à la chute et à l'assassinat orchestré par les puissances coloniales de Patrice Lumumba. Il est alors Premier ministre du Congo, nouvellement indépendant. Nous sommes au tout début des années 60. Les archives que vous avez réunies sont incroyables. Mais avant d'en parler avec vous, Thomas Borez va nous faire les présentations. Oui, Yohan Grimont-Pré, vous êtes un cinéaste donc belge, auteur d'un travail documentaire volontiers expérimental, on va dire, qui interroge la portée des images, leur exploitation et la façon, notamment, dont les archives peuvent raconter le monde. Il y avait eu le choc en 87 de Dial History, qui était une sorte de voyage dans un monde recouvert par l'appareil médiatique, qui tend alors à sculpter notre pensée. Il y a eu ensuite Shadow World, Double Take, ou encore le court-métrage assez dingue, Looking for Alfred, où vous recherchiez des sosies d'Alfred Hitchcock. Pour vous définir, j'ai trouvé aussi l'appellation archéologue des médias. Voilà. Votre travail pourrait ainsi se rapprocher au grand Chris Marker. Et voici donc ce Soundtrack to a coup d'État, un film fleuve, 2h30, à partir d'images d'archives, vous l'avez dit, Natacha, et vous vous intéressez effectivement à la façon dont l'Amérique a tenté de camoufler l'assassinat de Patrice Lumumba, le Premier ministre de la République du Congo en 1961, et surtout comment l'Amérique, via la CIA, s'est servie de célèbres jazzmen pour cela. On regarde à quoi ça ressemble, on en parle juste après avec vous. Me close and hold me fast. We were to go to Elizabethville to attend a concert given by Louis Armstrong. Seated out on the terrace was a man I recognized. He said, well, you have to assassinate Lumumba. But who ordered him? He said, President Eisenhower. And the interpreter said, I'll bury you. Khrushchev was saying, I love you, but it was the interpreter who hated America. But did he have rhythm? Yohan Grimont-Pré, pourquoi vous êtes intéressé à Patrice Lumumba en particulier pour ce documentaire? En étant né belge, on ne peut pas nier que ça fait une histoire qui est tellement liée à la Belgique. Le Congo est tellement lié à la Belgique. Et c'est une histoire qu'on n'apprend pas à l'école. Jusqu'à, fin de siècle dernier, c'était toujours écrit comme un conflit interne. Mais ce n'était pas le cas. Dès la publication du livre de Ludo de Witt, l'assassinat de Patrice Lumumba, qui était un adviseur sur le film, il y avait de nouveaux témoignages qu'en fait, l'État belge et aussi la monarchie étaient impliqués dans cet assassinat. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez faire tout un travail de recherche. On l'a dit, ça se compose essentiellement d'archives. Et là, vous allez faire une découverte. C'est la façon dont des jazzmen comme Louis Armstrong ont été utilisés, je l'ai dit, par la CIA. À quel moment c'est arrivé et à quel moment et comment, justement, vous avez réussi à l'intégrer à votre processus narratif? Les Black Jazz Masters, c'est un peu schizophrène parce qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas voter encore aux États-Unis, mais ils devraient défendre la démocratie. Mais avec chaque Jazz Master qui était envoyé, par exemple Dizzy Gillespie à Syrie, il y avait au-dessus un putsch, un coup qui est en train d'acheter le gouvernement syrien. Avec Louis Armstrong, c'était la même chose. Il est envoyé en Congo, mais c'est devenu une couverture
pour déguiser l'assassinat de Patrice Lumumba. Mais aussi, il était utilisé comme un Trojan horse parce qu'il y avait encore l'uranium au-dessus du sol. Voilà. Alors, le chef de CIA, Larry Devlin, il a orchestré cette tour, mais aussi ensemble avec l'Union minière de Katanga, avec le CO, qui en fait demandait à United States Information Agency pour envoyer Patrice Lumumba, Louis Armstrong à Katanga. Je comprends. Et alors, du coup, la musique jazz va rythmer vraiment le montage de votre film à ce moment-là. Vous décidez que les grands standards du jazz vont devenir presque la pulsation de votre film. Oui, mais en tant que recherchant cette période, je ne pouvais pas en fait faire de cette musique un protagoniste. Ce n'est pas justement qu'ils sont utilisés comme un outil de propagande, mais aussi qu'il y a dans cette musique aussi plein de rébellions. Par exemple, il y a Abby Lincoln à la fin du film. C'est Max Roach et Abby Lincoln. On a trouvé ça, les images à la télé belge. Qui va aux Nations Unies se révolter. Voilà. Ils vont protester et c'est avec The Women's Writer Coalition in Harlem, les femmes, Maya Angelou, l'écrivain, et Rosa Guy, le playwright. C'est les musiciens qui initient cette proteste. Il envahit le Conseil de sécurité pour protester l'assassinat de Patrice Lumumba. Vous avez rassemblé quantité d'archives, on les a évoquées. J'imagine que vous en aviez encore plus. Comment vous avez fait pour ne pas vous laisser engloutir? On avait un métrage de 4 heures, en fait. On a vraiment dû réduire parce qu'on ne pouvait pas payer toutes ces archives. La musique aussi, il y a 52 tracks de musique. Vous avez mis beaucoup de temps à monter ce film, je crois que ça s'est fait sur plusieurs années. L'écriture, ça se passe pendant le montage. Pour un documentaire, il y avait une recherche de 2 ans, mais il y a 3 ans et demi, 4 ans de montage. Et l'écriture et la construction du film se passent dans le montage. Oui. Et puis on voit que, eh bien, ce que vous racontez dans le film, comment les ressources naturelles du Congo et à la fois leur richesse et à la fois presque leur malédiction. Récemment, plusieurs films sont sortis. Je pense au documentaire Le sang et la boue de Jean-Gabriel Leno autour de l'extraction du coltan, mais aussi plus récemment Muganga, celui qui soigne, la preuve que le combat continue. Oui, on était aux Oscars avec Zap Mama, Marie Doon, qui fait la voix d'André Blouin, de panafricaniste. Elle était en contact avec Denis Mukwege, qui est fictionnalisé dans ce film que je viens de dire. Ouais. Et puis, chaque jour, il disait, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que M23, ils ont envahi le Congo de l'Est, la province de Kivu, et aussi l'hôpital de Panzu, qui a tellement opéré, à l'époque, c'est 80 000 de femmes qui étaient violées. Il faut savoir que chaque minute, il y a 10 femmes qui sont violées aujourd'hui à Congo de l'Est. Et qui s'est mis en place dans ce film, n'a pas disparu. Et justement, c'était l'Union minière, qui ont changé de nom après la commission parlementaire en Umicore. Mais c'est justement toujours ça, les minéraux de conflit. Les minéraux de conflit qui sont dans notre iPhone et dans notre Tesla, etc. etc. Et les conséquences sont encore visibles aujourd'hui, effectivement, à RDC. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, si vous le voulez bien, Yohann Grimont-Pré. On passe à la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Un simple accident du cinéaste iranien Jafar Panahi. On y suit un homme qui reconnaît son ancien tortionnaire. Il va alors réunir certains de ses compagnons d'infortune pour déterminer quel sort lui réserver. Thriller psychologique, fable politique, voire même comédie dramatique. Et tout ça filmé dans la clandestinité avec les moyens du bord. Regardez, on en parle juste après. خسته نباشید. من کارم عکاسی و فیلمبرداری از عروسیه. اومدیم اینجا 2 تا عکس بگیریم میریم سری. اینجا؟ آره ویو به این قشنگی. کجا بره؟ زندگی منو به گل کشیده، حالا هم بره. من 1-2 نفر می خودش یعنی دست بردار نیستم. این چه شده؟ نمیدونم. واقعا که ولی اگه اونا با خشونت با ما برخورد کردن ما هم باید با اونا با خشونت برخورد کنیم. بریم 5 دقیقه وقت بدین هممونو اعدام میکنه. Voilà, ce qui était intéressant de noter, c'est que Jafar Panahi, qui était empêché de sortir de son pays depuis 2009, a pu présenter son film en personne, en chair et en os au Festival de Cannes. C'était très important pour lui. Aujourd'hui, il peut faire la promotion de ce simple accident et dire à quel point c'est important pour lui de voir ces films avec les spectateurs, parce qu'en Iran, évidemment, ces films ne sont pas projetés. Que dire sur ce film, sinon que la mise en scène clandestine, certes, de Jafar Panahi, eh bien, lui permet de renouveler à chaque fois, de mettre au point certains dispositifs dans sa mise en scène, et que la mise en scène devient presque le muscle de ces films. Ici, c'est par le son qu'on reconnaît
le tortionnaire, hein, puisque les victimes avaient les yeux bandés. Voilà, c'est un film absolument magistral sur la République des Mollahs aujourd'hui, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue purement cinématographique. Et Thomas, vous vouliez nous parler, revenir sur un grand film dont vous n'avez pas pu nous parler la semaine dernière, car nous avons fait une émission spéciale sur Claudia Cardinal qui est décédée, mais mieux vaut tard que jamais. Thomas, ce grand film dont vous allez nous parler maintenant, c'est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio. Oui, c'est la deuxième fois que Paul Thomas Anderson, le cinéaste américain, adapte la prose de l'auteur culte Thomas Pynchon. 11 ans après le chaotique Inherent Vice, voici le tout aussi foisonnant mais plus digeste Une bataille après l'autre, vous l'avez dit, avec Leonardo DiCaprio. L'intrigue originale du roman était dans les années à peu près 60 et 80. Il la transpose dans l'Amérique d'aujourd'hui. On suit l'itinéraire d'un activiste révolutionnaire campé par Leonardo DiCaprio, pour la première fois d'ailleurs devant la caméra de Paul Thomas Anderson, obligé de sortir de sa clandestinité le jour où sa fille adolescente, incarnée par, on ne la connaissait pas, Chase Infinity, elle est absolument démente, voilà, est menacée par son pire ennemi. Voilà. C'est Une bataille après l'autre, c'est une espèce de film totalement foisonnant sur une Amérique complètement repliée sur elle-même. Il y a une mise en scène absolument magistrale, un final absolument dantesque. C'est assurément l'un des très grands films de 2025 et plus encore. Merci Thomas, merci de nous donner envie chaque semaine de nous précipiter dans les salles obscures. Merci encore Yoann Grimont-Pré d'être venu nous voir pour nous parler de votre édifiant documentaire Soundtrack to a Coup d'État. Merci à vous de votre fidélité. Je vous propose de nous quitter donc avec la bande-annonce d'Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson et je vous dis à très vite sur France 24. Alberto! Oh, what's going on? I need a weapon, man. All you got is goddamn nunchucks. You know where I can get a gun? I wanted to protect you from all your mom's stuff, from all my stuff, even though I know that's impossible. This is the end of the line. Not for you.